Nous vous proposons d'écouter dans un instant Marie de Quatre-Barbes, mardi 7 juin 2022, à la librairie Ombre Blanche. Marie de Quatre-Barbes est co-directrice de la revue La Tête et les Cornes depuis 2014 et autrice d'ouvrages de poésie et de récits tels que Madame Tout-le-Monde, édition Le Corridor Bleu, ou encore Les Vivres chez POL. Elle était invitée à l'occasion de la publication chez POL de son livre Habit, lors d'une rencontre organisée avec le soutien de l'association de la cause freudienne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, pour une soirée autour d'Abby Warburg, je pense que tout le monde... on va faire une petite présentation d'Abby Warburg aussi. Enfin, Marie Quatre-Barbes, on est à la librairie très, très heureux de vous recevoir pour la première fois. Donc, pour votre premier roman, vous avez écrit déjà des recueils de poèmes. Vous avez fait une anthologie aux éditions La Rumeur Libre. Oui, c'est La Rumeur Libre. Non, c'est Le Corridor Bleu. Mais... oui. Mais c'est un peu cousin. Oui. Et puis, comme votre livre l'appelait, puisqu'il va être question beaucoup de psychose et de psychanalyse, et on a pensé que de me faire aider, parce que moi, je ne sais pas du tout mon domaine. Donc, on a demandé à Marie-Christine Bruyère, qui est membre de l'association de la cause freudienne, de venir me prêter main forte pour tous les aspects psy du roman. Oui, alors je ne sais pas si j'aiderai beaucoup, mais en tout cas, je peux dire que ça a été un très grand plaisir de lire ce livre et j'espère pouvoir parler un peu avec vous de ce traitement de la folie que vous faites d'Abby Warburg. En tout cas, vous avez un œil de clinicienne et ça nous sera utile. Parce que vous, je crois, Marie, vous n'êtes pas... Je ne suis pas quoi ? Vous n'êtes pas folle. Non, mais... Non, je ne suis pas. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous intéresser à Abby Warburg ? Est-ce que c'est l'aspect de travail sur la folie, ou l'historien de l'art, ou l'occasion, comme le bandeau le dit, d'avoir une super bonne histoire Voilà, comment on en vient à un personnage comme ça ? Alors, déjà merci pour votre accueil et je suis très contente d'être là. Merci à vous qui êtes là aussi. En fait, je pense que, alors d'un point de vue, du déclencheur déjà de cette envie d'écrire plutôt à travers une forme romanesque, comme vous l'avez dit, habituellement j'écris plutôt de la poésie. Il y avait quelque chose qui a cristallisé autour d'un personnage, et il y a une sorte de personnage qui est tombé dans ma vie, et c'était une sorte de double d'Abby Warburg qui m'a saisi et qui m'a donné envie de construire ce récit. Et il est arrivé, alors je connaissais Abby Warburg par l'histoire de l'art, je ne suis pas historienne de l'art, mais j'ai lu, grâce au départ au livre de Georges Didier Huberman, j'ai rencontré Warburg, l'œuvre de Warburg. Et puis, ce n'est qu'assez récemment que j'ai vraiment lu les textes de Warburg qui étaient édités, parce que j'étais en résidence il y a quelques années. Il y avait une bibliothèque dans l'espace de la résidence, et j'avais du temps. Et donc, j'ai lu un certain nombre de livres que je n'avais jamais eu le temps de lire, que j'avais gardé un peu comme ça de côté, dont le rituel du serpent, qui sont les notes en fait préparatoires, un peu reprises a posteriori, mais de la conférence par laquelle on y reviendra, mais Abby Warburg va plus ou moins se sortir de cet épisode de crise. Et en fait, après, j'ai un peu rebroussé, j'ai un peu remonté dans le temps, et j'ai eu connaissance de cette crise qu'il a traversée, qui était très saisissante, grâce notamment à un document qui a été publié aux éditions Rivage, qui est le dossier clinique
de son moment d'internement à Bellevue, donc dans cette clinique suisse. Donc c'est 3 ans. La crise en tout a duré 5 ans et c'est déjà, il est au beau milieu de cet épisode. Et c'est un livre très beau qui est construit à la fois à partir du dossier clinique et puis de lettres, de certains documents de proches de Warburg, de son psychiatre Ludwig Binswanger. Et ce livre a été titré La guérison infinie. Et on rentre vraiment, on saute à pieds joints dans le déroulé comme ça, les étapes d'une crise avec ses motifs récurrents, ses obsessions, ses thèmes, et qu'on ne peut s'empêcher de mettre en rapport avec la pensée, les thèmes, les obsessions de la pensée. Donc c'est ça qui a été vraiment le point de départ. Et je ne sais pas si c'est la folie en elle-même qui m'aime vraiment, c'est plutôt la question de la crise peut-être, qui est plus, parce que c'est une crise psychique, mais qui s'inscrit dans une crise culturelle, politique, historique, puisque Warburg se fait la caisse de résonance aussi d'un état du monde et d'un état de l'Europe qui est complètement déchiré et déchirant. Et c'était aussi ça qui m'intéressait dans le projet de ce livre. C'était de dire quelque chose de ça, mais à partir de lui, à partir de l'intime, et en même temps du détail, de la singularité de son propre cas, de son propre délire, essayer de dire quelque chose déployer quelques motifs qui concernent le monde, puisque le délire, c'est aussi ça. Oui. Je crois. Dire quelque chose, oui, je trouve que justement ce qui est tout à fait remarquable, c'est le travail de la langue que vous faites, sans utiliser de termes médicaux ou sur la marge quand il faut encadrer un peu le récit, mais vous utilisez une langue poétique, une prose poétique pour être au plus près de ce qui traverse dans la crise Abi. C'est-à-dire à la fois sa pensée déchirée, à la fois son corps absolument affecté, sa violence, son agitation motrice, ses cris, etc. Donc on sent que c'est très documenté, mais là-dessus vous inventez, je ne sais pas, vous faites une sorte d'élégie, c'est-à-dire à la fois il y a la douleur et la beauté de cette langue pour décrire quelque chose qui est psychiatriquement très marqué. C'est ce que j'ai trouvé, moi, vraiment remarquable, et même plus que ça, à certains moments très touchant. On se sent très près d'éprouver ce qui traverse cet homme déchiré par le malheur et en même temps ces motifs délirants que vous tirez vers des motifs poétiques. C'est vraiment quelque chose de très fort. J'aime l'idée que ce soit élégiaque parce que sans doute qu'il y a quelque chose... et puis il y a ce retournement moi qui m'a intellectuellement un peu, troublé dans l'histoire de Warburg, c'est que il ne va pas rechuter, il va s'en sortir, il va beaucoup s'en sortir, il va pas rechuter, mais c'est aussi parce qu'il meurt assez tôt. Donc il y a quelque chose aussi dans la mort qui sauve de la rechute, voilà. Et alors là, il y a quelque chose aussi peut-être d'élégiaque. Mais alors, finalement, c'est vrai, j'ai écrit des livres de poésie, et puis là, c'est un roman, mais tout ça est assez poreux, et c'est vrai que la façon dont j'ai finalement travaillé du côté de l'imagination, de l'imaginaire, ou en tout cas d'un propos qui s'extrait de l'objectivité, c'était par un travail d'écriture, de quelque chose qui tente de se tenir à côté, ou de porter un regard comme ça sur quelque chose qui en même temps est presque... pour moi, était en même temps un peu intouchable, qui était presque un peu... On parle de quelque chose de très...
délicat et brûlant, évidemment, puisqu'on parle d'un homme qui est affecté au plus profond de lui, etc. Qui fait peur aussi, oui. Oui, qui fait peur aussi. Et peut-être aussi, d'ailleurs, que je réalise a posteriori qu'il y a une violence qui est un peu éludée parfois parce que on en parlait juste avant. Il se trouve aussi alors c'est intéressant, mais il a énormément. Enfin, il développait pendant ces moments de crise une sorte de langage extrêmement obscène. Et en fait, paraît-il, mais c'est les quelques traces qu'on a de cette langue-là, très riche en même temps, hein, très foisonnante en néologisme, etc. C'était ces infirmières qui notaient tout. Et en fait, ces documents-là, ils existent. Alors, je ne sais pas s'ils sont à Londres, à l'Institut Warburg, ou s'ils sont à Heidelberg, où se trouvent les archives de la clinique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, les infirmières expurgeaient. Elles n'ont pas noté les insultes, les obscénités, non. Et donc il y a aussi toute une. Le document du dossier clinique, c'est aussi c'est une synthèse, c'est très factuel, il y a tout c'est très riche, hein, mais c'est une sorte de condensation comme ça de ces 3 années. Dans les faits, il y a eu certainement des épisodes d'une immense violence où il a failli tuer son infirmière, etc. Il y a des moments très 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 violents, mais ils sont pas forcément au premier plan dans le livre. Et c'est pas une manière de lisser tout ça, mais c'est vrai que peut-être la forme de cassure, de brisure, je l'ai plutôt travaillé peut-être dans la phrase. Enfin, j'ai tenté en tout cas, plutôt que d'être dans une description littérale des situations violentes. Et peut-être même aussi dans le choix des moments de la vie parce que alors la plus grosse partie du livre, c'est effectivement les années 21, 24, qui sont les années où il est interné en Suisse à la clinique Bellevue, mais le livre est structuré aussi avant et après par des choix pour le coup extrêmement précis, qui sont tous tournés sur l'explication de la crise. Il y a une scène. Alors, on a prévu aussi des petits moments de lecture, mais il y a une scène à la fin des années, à la fin du 19e siècle, où il part aux États-Unis et il va rencontrer, ce sera un des grands chocs pour lui, les Indiens Hopi au Nouveau-Mexique. Alors, quand on lit une biographie d'Abi Warburg, qui est une biographie de bout en bout, ça a une place finalement moindre que celle que vous lui accordez, vous. D'ailleurs, je crois que la construction du roman, elle se fait vraiment par ces choix très précis que vous avez faits dans la vie, que vous avez puisé dans la vie de Warburg. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des choix et il n'y a aucune exhaustivité. Et effectivement, cet épisode, donc il a une trentaine d'années, à la fin du 19e siècle, il va, alors pour des raisons familiales, assister au mariage de son frère à New York. Et puis il va se retrouver en fait à fréquenter un institut de recherche à Washington qui va l'emmener sur les traces effectivement de certains rituels des Amérindiens Hopi. Et en fait, c'est vrai que c'est une sorte d'étrangeté dans son parcours, parce que c'est un historien de l'art qui travaille essentiellement sur la Renaissance italienne, sur d'autres choses aussi. Mais en fait, il avait aussi pour projet d'aller au Japon, etc. Ce qu'il n'a pas mis, il n'est pas allé au Japon finalement. Mais il est de toute façon dans une forme quand même. Ses intérêts sortent des cadres. Mais c'est aussi qu'on le connaît comme historien de l'art, mais finalement, Abi Warburg, c'était surtout une personne qui voulait créer une sorte de nouvelle science de l'homme, et l'histoire de l'art était vraiment son domaine de prédilection et sa formation. Mais il a aussi voulu faire des études de médecine. Il s'est nourri de tout un tas d'influences aussi de la philosophie allemande, de la littérature de Goethe, etc. Donc en fait, il est dans une espèce de recherche
très total comme ça, et en même temps qui passe par des singularités, par des choses très, très spécifiques. Et c'est vrai que ces rituels, alors ça va refluer comme ça va revenir des années plus tard lors de cette situation en fait, où il se trouve donc à Bellevue interné, où il commence à aller un petit peu mieux, et où il propose à son psychiatre une sorte de pacte durant lequel il va préparer une conférence. En fait, l'enjeu pour lui, c'est de démontrer qu'il a conservé sa capacité scientifique, sa capacité à articuler des idées rationnellement. Voilà. C'est ça, en fait, c'est ça qui va être le critère qui va lui, en fait, et c'est là-dessus qu'il est évalué, en fait, par les soignants. Puis, au départ, son psychiatre en doute. Il doute. Alors, il est toujours brillant. Il va prendre le thé avec sa femme et il est toujours voilà. Mais dans les moments où ça va, dans cette période-là. Mais finalement, il va essayer de démontrer qu'il est capable de produire un discours rationnel, et ça va passer par une conférence qu'il va construire autour de ce voyage au Nouveau-Mexique. Durant lequel il a vu certains rites qui l'ont particulièrement intéressé, et il n'a pas pu assister à un rite qui l'intéresse particulièrement, qui est le rituel du serpent, durant lequel des Indiens Hopis dansent. Il y a toute une circulation avec des serpents venimeux qui sont capturés, qui sont conservés dans une chambre sacrée, qui ensuite sont abouchés. Finalement, les danseurs les mettent dans leur bouche, de façon à ne pas se faire piquer. Il y a une espèce d'incorporation de ce qui est terrifiant. C'est ça qui intéresse beaucoup à Biverbourg. Et ensuite, les serpents sont relâchés, et par ce geste, c'est la pluie, c'est l'orage qui est appelé. Et par analogie, Biverbourg nous explique que la langue zébrée du serpent, c'est déjà le signe de l'éclair, c'est déjà l'orage, et c'est par là que passe le rite. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que en racontant ça, devant les patients, devant un médecin, il est en train d'essayer, à sa manière, de produire un rituel équivalent, un rituel de mise à distance de la peur, et de création, créer un symbole, où il essaye d'articuler une pensée qui va lui permettre comme ça de mettre à distance l'angoisse et de se tirer de cette crise terrible. Donc voilà, pour effectivement, c'était important de raconter ce jeune Warburg, ce jeune, Abi, qui à un moment se passionne pour ces rites Hopis, et puis il se trouve que ça revient dans sa vie à ce moment-là. Il se trouve qu'il ne fait pas une conférence sur autre chose que sur ces rites amérindiens, amérindiens. Là. Et en fait, c'est assez significatif. Voilà, donc ça fait partie des choix. Oui, ça fait partie des choix, mais vous dites, vous avez choisi effectivement, mais je trouve qu'une des forces de votre livre, c'est de mettre en valeur un trajet logique de ce sujet, à la fois sa singularité et à la fois la logique entre avant la crise et ce qui peut être un motif de déclenchement, la crise où les motifs délirants sont des motifs aussi d'image, et l'issue qui est accrochée à cette invention de cette conférence avec cette modalité, on pourrait dire, d'exposition ou de présentation, cette méthode. Voilà, peut-être vous pouvez nous dire un mot de ça. Et donc il y a une logique avec le délire au milieu. Et on sait depuis Freud que le délire est une tentative de guérison. Et je trouve c'est assez bien illustré par la façon dont il sort, là en tout cas, de la crise telle que vous la présentez. Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le moment où la crise s'enclenche, c'est elle monte comme ça durant les années de la Première Guerre mondiale, et qui sont des années durant lesquelles Warburg classait énormément d'images
Il faisait des fiches de tout et il mettait ça dans des boîtes. Et en fait, durant la guerre, il est terrorisé par ce qui se passe, comme de nombreuses personnes, mais il va essayer de réunir tout ce qu'il peut, exhaustivement, de tous les documents en fait, que produit la guerre. Les journaux, la propagande, etc. Donc, il rassemble une matière. Donc, il est déjà en train de faire une sorte de simili-atlas, peut-être, enfin, ce qui sera ensuite l'atlas mnémosine, auquel il viendra après. Et ensuite, cette espèce d'obsession, voilà, au moment en fait où la guerre se finit, il décompense, voilà, et très très violemment, il menace de se tuer, il menace de tuer les membres de sa famille. Il est interné à ce moment-là. Et ensuite, effectivement, ce qui va se passer lors de la conférence, donc des années plus tard, 5 ans plus tard, enfin ouais. 4-5 ans plus tard, c'est qu'il est soutenu déjà par ses proches, par ses frères en premier lieu, et puis par sa femme et par son assistant le plus proche qui s'appelle donc Fritz Saxel, qui est un historien de l'art qui travaille sur l'astrologie notamment. Et en fait, c'est Fritz Saxel qui va c'est important aussi, qui va l'orienter petit à petit, qui va l'aider à trouver une forme qui va lui permettre de réarticuler son discours. Alors, il avait quand même, il l'aide à... Il y a des articles qui paraissent durant ces années-là, donc Fritz Saxel est toujours là en train de l'aider. Mais en tout cas, sur la conférence, tout part d'images, de photographies que Warburg a prises lors de son séjour au Nouveau-Mexique. Et en fait, ces images sont disposées sur des tables. Et puis, en fait, Warburg commente, les souvenirs reviennent. Et en fait, sa parole, une parole articulée, rationnelle, on peut dire, en tout cas, s'appuyant sur les images, a lieu à ce moment-là. Et la conférence, qui n'est rien d'autre que ça. Les images sont présentées, et puis Warburg, à partir de notes, mais finalement en nombre assez réduit, improvise, raconte quelque chose. Ce qui donne lieu à une conférence assez, apparemment, un peu fragmentaire, un peu pas complètement dans les clous, on va dire, mais en même temps, il y arrive. C'est-à-dire qu'il raconte vraiment quelque chose, c'est intéressant, et son psychiatre est assez convaincu. Et ensuite, quand il reviendra chez lui, en Allemagne, 1 an plus tard, après que Kraepelin soit passé par là et considéré qu'il n'était pas, finalement, il n'était pas condamné, il va petit à petit, il va mettre au point cet objet très singulier de l'Atlas mnémosine. Donc, Nicolas, vous avez amené l'édition de poche de l'Atlas mnémosine aux éditions L'Écarquier. Donc, au départ, ce sont d'immenses panneaux sur lesquels sont fixées des images relevant aussi bien de l'histoire de l'art que des coupures de presse, tout un tas de choses. Et en fait, on peut dire que c'est un décor ou c'est une matrice à partir de laquelle Warburg improvise improvise, en tout cas profère des conférences, performe donne des conférences. Et ce qui est il projette aussi d'en faire un livre, un atlas. Il ne va pas voir le livre fini, il sera mort avant, mais il existe en tout cas des éditions de ce qu'il avait l'intention de faire. Mais en même temps, c'est un objet qui va beaucoup marquer l'histoire de l'art, qui va devenir... cette façon de penser par analogie, mise en rapport d'images, va avoir vraiment un avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semble venir de loin. Il semble venir aussi de ces empêchements et d'un moment où il a fallu qu'il contourne quelque chose du langage articulé, rationnel, pour pouvoir trouver son chemin et dans la forêt du délire, quoi. Donc, c'est une hypothèse peut-être un peu rapide, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me frappe, en tout cas, que cet objet-là, il le fasse vraiment au sortir de Bellevue. C'est ce pourquoi il est le plus connu. C'est vraiment ce qui le... Je vous propose... Non, oui, Marie-Christine ? Juste pour compléter, oui, il me semble que ça fait tenir ensemble
par une sorte de nouage sa pulsion classificatoire, telle que vous l'avez décrite quand il est archiviste, et le zigzag de sa pensée, qui reste encore un petit peu présent. Donc c'est une invention, un nouage qui fait tenir les deux parties, ce qui constitue le corps et l'esprit, on va dire, pour aller vite, quoi. Voilà. Et vous dites très justement que c'est son esprit fantasque qui en fait un créateur. Et ça, je trouve que c'est très fort comme expression. Effectivement, la possibilité de créer ou d'inventer là où il y a eu pour lui une faille, ce que vous appelez une faille, c'est-à-dire un trou pour lui dans l'existence. Mais vous me disiez, Marie-Christine, que les grands psychotiques étaient des grands créateurs. Vous m'avez dit, non mais ça m'a marqué, vous m'avez dit, ils sont poussés à la création. Non, mais oui, la façon dont vous le poussez à la création, c'est une chose qu'il faudrait effectivement développer, prendre très sérieusement. Mais oui, je crois qu'il y a... Alors, si on se réfère à l'enseignement de Jacques Lacan, il y a une forclusion dans le symbolique qui va chercher du côté de l'imaginaire la nécessité de créer. Alors, c'est une possibilité, c'est pas tous les sujets psychotiques, mais ça fait partie des possibilités pour eux d'accès à un remaniement plus satisfaisant que leur trouble habituel, je dirais. Enfin, il y a peut-être dans la salle des gens qui pourraient dire quelque chose de ça. Peut-être en attendant, pour goûter un petit peu la phrase de Marie, si vous voulez bien, peut-être lire ce passage. On a choisi un passage qui est celui de la crise. Vous allez voir à quel point on est dans la question de la langue et on est dans cette espèce d'intensité comme ça. C'est un moment du roman très, très fort. Oui, et jusqu'à Merci. Hambourg, 1918. Autour d'Abby, il n'y a jamais eu autant de livres. Jamais autant de voix ne sont sorties de bouches remplies de terre. La crise qu'il traverse à la fin de l'année 1918 n'est pas un moment de la pensée dont on peut dessiner le cerne, ni réduire le choc à un coup vif asséné au sommet de son crâne d'oisillon dont la coquille précocement brisée le laisse désormais sans protection. La crise qu'Abby traverse est peut-être un moment, charbons ardents, où l'intensité s'affole et la chaleur monte du foyer et brûle le conduit de cheminée qui se transforme en colonne de feu. La crise qu'Abby traverse à la fin de l'année 1918 suit 4 années d'épouvante où tout s'est rompu, brouillé, abattu et perdu. La terre, les visages ont cédé sous les bombes et les yeux sortis de leur orbite ne peuvent plus voir la distance qui d'ordinaire sépare la chair et la terre. Ce qui autrefois faisait limite s'est comme retourné et tout a été exposé au grand jour. Tout s'est répandu, déversé, tout a péri de cette crise qu'Abby traverse. La guerre prend fin, mais elle ne le quitte pas. Quelque chose déborde qu'il ne peut contenir et bientôt sa bouche se moule sur ce cri. De même que sa pulsion classificatoire n'a pas de fin, il n'y a de fin au cri moulé sur sa bouche, car elle est la seule réponse qu'il puisse opposer à ce cri. De même, son dos courbé sous le poids des documents est la seule position qu'il puisse encore tenir. Abby se tient au bord de quelque chose, mais il ne sait pas exactement au bord de quoi il se situe. Il est trop tard pour le savoir, déjà, il passe sur l'autre rive. Il sait que sa maison pain de sucre ne tiendra pas longtemps sur la falaise. Déjà les murs s'effritent, l'eau s'infiltre et coule sur les livres. Quelque chose se propage le long des nerfs et les rebrousse comme les poils hérissés d'un chat. Regard à droite, regard à gauche, la pensée saute, toute griffe dehors, tandis qu'Abby tente, une fois encore, de connecter ses antennes de sismographe au court-circuit. Il tente, une fois encore, de repousser ce qui en lui croît et dévore tout ce qui, de lui, reste encore à dévorer. Il rebrousse chemin pour retrouver un extérieur plus habitable. Il creuse à l'intérieur de lui-même, malgré les charges de métal et de vent, et tandis que le doute règne en maître, gagnant chaque jour un nouveau bastion de pensée, il déplace les signes et les permute. Il reprend sur le motif les accidents du paysage devenus impraticables.
Il insiste sur les signes confiés au hasard, et quand bien même il ne les entendrait plus ou il lui parviendrait à travers la grille ouatée d'un outre-monde, il les répète et les relance. Il insiste jusqu'à sentir, tirer de lui comme un filet de bave, la ligne tendue d'une terreur qui grandit. Et dans cette terreur, Abby pleure l'espace de contact impossible entre la matière et les signes. Abby pleure les symboles qui filent entre les doigts comme du sable. Abby pleure les portes qui restent toujours closes et la clôture dont jamais ne sortira le parc. Un matin, il renverse sa tasse de café et ses yeux se brouillent dans le bol. Il regarde le plafond en se massant la nuque. La première cervicale a un nom de géant. Il se concentre sur le passage du sang. Les murs sont des hiatus qui ne se dressent pour personne. Abby pleure la matière arrachée à ses cris. Il pleure l'odeur du rat musqué et le petit bout de fromage. Il pleure le premier indice et le tout dernier. Il pleure la boucle de cheveux de la gouvernante anglaise. Il pleure la forme de l'ongle et le lobe de l'oreille. Parfois même, il pleure les lois de Kepler. Il pleure le mouvement pendulaire du temps. Il pleure la manière dont l'étoffe et le bruit se mélangent. Il pleure la victoire oublieuse et la défaite certaine. Il pleure le couloir qui ne mène jamais à la chambre. Il pleure car la pluie tombe sans arrêt. Il pleure la trajectoire de la comète. Il pleure la plaie ouverte sous la cicatrice. Il pleure le ruisseau asséché et le feu se propage. Il pleure la perte du courage. Il faudrait un nom pour chaque début. Et le noisetier sur la berge, Abby le pleure aussi. En tout point du globe, Abby pleure. Et plus encore, il pleure à cet endroit précis. Merci. On voit bien, voilà, à quel point je sais pas, j'ai l'impression, vous voulez dire la globalité, enfin la totalité de dans sa crise, c'est c'est un tout qui oui, oui, mais sans doute. Oui, puisque oui, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui fait signe dans les objets inanimés. Ça, c'est quelque chose qui revient dans les motifs du délire. Et c'était quelque chose aussi qui avait remarqué justement ce Fritz Saxel depuis toujours. Enfin, il y a une sorte d'investissement des objets inanimés chez Abby Warburg et tout d'un coup, effectivement, ils prennent vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, le tapis, on ne marche pas sur le tapis parce qu'il va crier. La nourriture dans l'assiette... les petits pois, c'est la tête de ses enfants, etc. Donc il y a toute une espèce de... Le monde entier crie. Et c'est drôle parce qu'il y a une phrase très belle d'Abby Warburg qui est une sorte de formule qui est pour lui celle de l'œuvre d'art. Et pour lui, en tout cas de formule adressée à l'œuvre d'art. Et cette formule, c'est « tu vis, mais ne me fais pas de mal ». Donc c'est le statut de l'œuvre d'art pour Abby Warburg. C'est une forme qui est vivante, mais en même temps, elle n'est pas capable de blesser. Et là, tout d'un coup, donc il y a une distance qui permet justement qu'il n'y ait pas d'agression avec l'œuvre d'art. Et là, il n'y a plus de distance. Tout est tout blesse finalement. Tout vient blesser. Moi, j'ai aussi le sentiment, au travers de votre personnage d'Abby, que vous en profitez pour faire aussi le portrait de la crise de l'homme moderne. C'est-à-dire qu'on est... Et tout au long du livre, vous amenez des points sur l'aspect technique de l'évolution du monde entre la fin du 19e et la fin des années 20. Et que Abby est aussi... Alors, le symptôme de tout ce monde qui entre en crise petit à petit. Alors, autour de la guerre de 14, bien sûr, j'avais noté un passage qui dit, voilà, mais les murs de la clinique ne peuvent le protéger d'une catastrophe qui a déjà eu lieu, cette Weltkatastrophe qui a déclenché sa crise. En même temps qu'il se sent comme soustrait, débranché du monde, retenu là où le regard ne porte qu'à distance, Abby se sent connecté au dehors. Dans chaque événement de sa vie, il intercepte des signes de ce qui se trame à l'extérieur, conflits, affrontements et guerres, dont il se croit la victime autant que le maître d'œuvre. Il y a au cœur de sa crise une prise en charge de l'histoire qu'il rejoue et qui lui fera dire quelque temps plus tard qu'il tente de déceler la schizophrénie de l'Occident à partir de ces images dans un réflexe autobiographique. Je crois que vraiment, le livre nous dit ça aussi, que Abby
porte en lui les déchirures de l'homme moderne. Oui, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce dossier clinique, c'est effectivement certains thèmes qui sont vraiment des traits d'époque aussi. Enfin, l'obsession de l'électricité, qui est très forte, la peur des appareils, du téléphone, etc. Enfin, dans la littérature clinique de l'époque, c'est récurrent en fait, la peur d'être ou d'avoir. Enfin, je pense que les technologies sont souvent comme ça, source de ce type d'angoisse, enfin les avancées technologiques. Et puis, oui, donc effectivement, il y a une manière comme ça dont, Aby Warburg, il parlait de Nietzsche comme d'un sismographe, quoi. Et lui, il est aussi dans cette espèce il a aussi cette espèce de figure comme ça, un peu sismographique. Il est aussi, il faut pas oublier aussi qu'il est juif, que sa famille, notamment son frère, a une position sociale très importante et il est la cible d'attaques fascistes. Enfin, voilà. Et ça aussi, c'est des messages qu'il intercepte très concrètement, des télégrammes qui lui arrivent, qu'on essaye de ne pas lui montrer tout de suite, mais dont il finit par prendre connaissance. Et la montée de l'antisémitisme, elle est... c'est ça aussi qui se passe, je pense, au moment où la Première Guerre mondiale s'achève, c'est que, en fait, quelque chose de... La monstruosité a eu lieu et la monstruosité est à venir. Je crois que c'est cette horreur-là, en fait, dont il a, comme un certain nombre de ses contemporains, dont il a la conscience, en fait, parce qu'en fait, c'est là, en fait, c'est très perceptible, apparemment. Enfin, c'est très... Donc, et en même temps, il est en Suisse, dans ce pays aussi, dans une clinique privilégiée, etc. Mais il est pas une clinique qui vient comme ça, qui accueille aussi Nijinsky, qui accueille aussi des personnes. Enfin, je sais pas si c'est forcément le cas de Nijinsky, mais des personnes qui ont été percutées comme ça par la situation mondiale. Et où ils sont a priori un petit peu préservés. C'est pas une clinique non plus qui enferme les fous. C'est une clinique où il y a aussi une vision thérapeutique où il y a pas, c'est pas un lieu d'enfermement. Et puis c'est un endroit aussi où c'est un intellectuel. Il est connecté au monde. Il continue à rencontrer des personnes, etc. Donc il est dans une espèce de lieu, de point de vue comme ça sur le monde. Et voilà. Et puis il va mourir avant de voir effectivement ce qui va se passer concrètement. Mais c'est assez nouveau, ça, ce traitement. Peut-être là, Marie-Christine, vous pouvez dire quelques mots. Le traitement des malades, de la façon dont ils sont pris, parce qu'on n'est plus exactement dans un sanatorium de type 19e siècle, enfin, de ce qu'il y avait antérieurement. Mais voilà, le rapport aussi de la prise en charge du malade a changé. Là aussi, je veux dire, c'est déjà le monde moderne. Oui, alors, bon, vous le disiez, Marie, c'est un endroit un peu privilégié, la clinique Bellevue, mais ceci dit, on pourrait rêver à l'heure actuelle que tous les établissements de soins psychiatriques et ce genre de personnel, un infirmier qui note des possibilités de promenade, une attention à ce qu'il dit, à la façon dont il mange, enfin bon, c'est extraordinaire. Après, bon, pour répondre à votre question, à cette époque-là, les médicaments psychotropes ne sont pas là. Le premier psychotrope arrive dans les années 50, donc il n'y a pas de médication entre guillemets adéquate, en tout cas qui pourrait permettre de diminuer un peu la dimension furieuse de sa crise et le soulager, et humaniser un peu le lien. Et la psychanalyse et les soins par la parole et les dispositifs de conversation arrivent tout juste. Il y en a une prémisse avec le thé qu'il va boire chez Madame Bieswanger, d'une certaine manière, où ils parlent ensemble de ce qu'il est lui, de son travail, de ce qu'il a écrit, de ce qui l'intéresse, de son désir. Voilà, donc ça peut être une ébauche de ça, mais... enfin, à moins que je me trompe. C'est balbutiant, quoi. Mais je ne crois pas qu'à ce moment-là, ça soit. Enfin, Freud avait commencé à travailler, mais justement, il n'a pas rencontré Freud. Freud a entendu parler de lui. C'est un peu, comment dire, intéressé, mais de loin. Donc voilà. Alors, pour des raisons peut-être de réseau, on va dire, Bieswanger était
enfin, si je suis exacte, je peux être reprise, est un jeune élève de Freud. Ils n'auront pas tout à fait la même orientation de travail, donc ça ne se rencontre pas tout à fait, quoi. Voilà, enfin, c'est mon idée, mais voilà, c'est vrai que ça aurait été intéressant, un travail de Freud sur Abby Warburg. Peut-être y compris dans la question du diagnostic aussi, parce que je crois que le diagnostic évolue entre le moment où il est, puisqu'il a un premier internement à Iéna, où il est diagnostiqué comme schizophrène, puis après maniaco-dépressif. Oui, ça c'est très intéressant. Effectivement, il est amené à Bellevue par Bleuler, qui parle de ce qu'on appelait la schizophrénie. À l'époque, c'était la démence précoce, et c'était jugé sur une évolution d'incurabilité. Donc c'était un peu sombre comme pronostic, dont la famille s'inquiète et pas tout à fait d'accord, et font venir Kraepelin un jour, qui fait sa consultation, et voilà, Kraepelin dit non, c'est pas une démence précoce, c'est une psychose maniaco-dépressive. Donc ça évolue par cycle, et donc il y a un pronostic meilleur, on va dire, et une issue possible, ce qui... Alors, évidemment, on peut dire c'est la loi du diagnostic, mais c'est aussi le regard que, du coup, on a dû porter sur lui à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire, autant il était jugé incurable, on ne le laissait pas dans son coin, mais bon, voilà, on avait ce regard-là sur lui. À partir du moment où Kraepelin dit non, c'est une PMD, voilà, je pense que le rapport qu'il y a eu avec lui s'est modifié. En tout cas, c'est ça la clinique. Oui, et c'est vrai que tout ça s'est pris aussi dans un peu des rapports de force entre les psychiatres. Kraepelin, Binswanger, c'est pas tout à fait la même. Kraepelin, c'est un vieux monsieur très estimé. Binswanger est un jeune psychiatre qui a tout à prouver aussi, enfin, même s'il est issu d'une généalogie un peu comme ça célèbre de psychiatres. Et voilà, donc c'est ça aussi, enfin, le rapport entre Abby Warburg et ses psychiatres est intéressant parce qu'il est assez ambivalent. Le rapport avec Binswanger est quand même assez fort, et puis avec sa femme qui était d'ailleurs infirmière au début. Mais il est aussi très paranoïaque, puisque ce Ludwig Binswanger est quand même le neveu de Otto, qui n'a pas réussi à soigner Nietzsche, donc est responsable dans l'esprit partiellement en tout cas dans l'esprit de Warburg de son voilà donc il y a aussi cette et puis effectivement la clinique Bellevue, il y a les cousins, les frères, enfin vraiment c'est une famille en fait de psychiatres qui travaillent là. Et il y a aussi cette espèce enfin, c'est ça aussi qui, moi, m'a beaucoup intéressée, c'est ce lieu où il y a des liens de familiaux, en fait. Warburg joue avec les enfants Binswanger, il est très proche des petits, etc. Il est loin de ses propres enfants qu'il a menacé de tuer, qui sont plus grands. Et puis il y a ces rapports effectivement d'amitié, de rencontres. Il y a apparemment une amitié, ou en tout cas un intérêt fort de Warburg pour Nijinsky. Voilà, voilà. Donc c'est cette espèce de creuset étrange où les patients, les soignants, etc. Enfin, en fait, ce sont des espèces de pairs dans une espèce de réinvention du paysage intellectuel, et tout le monde est un peu traumatisé par la guerre, et tout le monde voilà et en fait œuvre à l'endroit du fou, à l'endroit du soignant, en tout cas pour essayer de sauver quelque chose aussi. C'est ça qui sauver quelque chose de l'époque, et effectivement c'est un lieu, cette clinique Bellevue, sans en faire un lieu. Enfin, il y a certainement que pour la raison que vous évoquiez, l'absence de médicaments adaptés, Warburg est dans le pavillon des fous hurlants, etc. Donc ça ne devait pas être formidable, mais c'est aussi un lieu un peu utopique aussi, enfin, qui essaye de proposer des thérapies qui sont plus humaines, et voilà. Je continue ma petite idée autour du monde moderne, parce qu'il y a quand même quelque chose dans le livre à plusieurs reprises où vous n'hésitez pas à faire bifurquer le récit. Hein, sur le créateur de l'électroencéphalogramme, sur alors ce nom
celui qui travaille avec les voilà, Prinzhorn, Loïc Fuller et les danses serpentines, voilà, il y a un moment, voilà, qui sont à chaque fois des avancées techniques, ou là, pour les danses serpentines de Loïc Fuller, un moment comme ça très poétique. J'aimerais bien que vous nous parliez de pourquoi vous avez choisi aussi de faire bifurquer le récit. Alors, il y a des... En fait, disons qu'il y a des circonstances étonnantes. C'est vrai que le médecin qui amène Aby Warburg à Bellevue, c'est Hans Berger. C'est lui qui a dit qu'il souffrait de démence précoce, et c'est lui qui va inventer l'électroencéphalogramme. Et c'est un personnage... c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il invente cet outil parce qu'il est persuadé, en fait, que... on peut communiquer à distance, d'esprit à esprit. Donc, on est entre la science et, je sais pas, l'ésotérisme. Voilà, quelque chose flotte comme ça. Et aussi les techniques. Donc, la nouvelle technique et l'expérimentation. Donc ça, j'avais envie. Il y a des choses aussi où, comme ça, c'est une manière de faire un petit zoom, presque un focus sur un moment de l'histoire de la psychiatrie, des techniques que je découvre aussi au moment où je travaille sur le livre, et que je trouve que j'ai envie de restituer comme tel, de façon un peu didactique. Et puis, il y a des choses. Alors, le cas de Loïc Fuller, c'est particulier. C'est quand même une star à l'époque. C'est une figure. Elle bénéficie aussi de la technique florissante des impressions. Son image circule incroyablement. À ma connaissance, Warburg n'en parle pas, mais c'est difficile. Il a beaucoup travaillé sur la question de la danse, Warburg, sur le corps en mouvement, sur la question du voile. Donc en fait, il y a une sorte d'évidence à faire se rencontrer Warburg et Fuller, au moins comme ça. Et il se trouve aussi qu'ils auraient pu se croiser un moment dans la trajectoire de Loïc arrive à Hambourg en espérant développer sa carrière un petit peu avant d'être très connu. Et puis, il y a une épidémie de choléra, donc Warburg, qui était très hypochondriaque, a filé. Donc, j'imagine qu'en tout cas, ils auraient peut-être pu se rencontrer, mais non, en fait. Donc, il y a des espèces d'incises comme ça. Et c'est aussi une manière, en faisant des choix, encore une fois, qui me semblait... donc j'avais très envie de les développer, de montrer quelque chose aussi par touche d'une époque, parce qu'il y a quelque chose de situation qui relève de l'histoire de l'art, des techniques, de la psychiatrie. Mais je ne suis pas historienne, donc c'est une sorte de patchwork de scènes qui poussent un peu comme des champignons, selon une logique dont je revendique la dimension idiosyncrasique. Voilà. Mais voilà. Et il y a des choses. Après, il y avait aussi des univers qui, encore une fois, je reviens à cette figure de Nijinsky qui appelait quelque chose, mais c'était presque trop fort et trop dissemblable. Et puis c'est aussi un délirant. Il a un délire à lui qui a d'autres contours, d'autres motifs, et là, ça devenait un peu trop psychédélique. Il fallait tenir aussi vraiment la ligne de la singularité de Warburg. Voilà. Oui, vous parliez tout à l'heure chez Warburg de la survivance des symboles. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui procède de ça. Peut-être aussi de la même façon que vous conservez. Alors, ce serait le lien avec l'Atlas Mnemosyne, mais chacun des chapitres se conclut par une image qui vient illustrer, qui vient des fois précéder je pense l'image du dessin d'enfant vient précéder le chapitre suivant. Voilà. Ça, c'était quelque chose aussi, vous y teniez. C'est un dispositif littéraire qui s'est imposé de suite ou pas? Oui, alors c'est pas vraiment imposé. Alors, par contre, si on peut dire qu'il y a quelque chose qui, alors ça paraît un peu ridicule de dire ça, mais un livre qui m'a vraiment complètement marqué dans mon histoire de lectrice, c'est Les Anneaux de Saturne de Sebald. Donc la place des images chez Sebald, elle est tout à fait différente, mais elle est centrale. Et au moment d'écrire ce livre, qui était un premier roman, j'avais cette présence de Sebald comme une sorte de modèle un peu indépassable à ce moment-là, en tout cas. Donc la question de l'image, je pense qu'elle vient de là, bien sûr. Mais surtout, ici, elle procède un peu différemment, c'est-à-dire ce sont des
des ponctuations, je dirais. C'est à la fois des manières de passer, en fait, comme le livre fonctionne par séquence, c'est une manière de créer des ponts entre chaque séquence. C'est aussi un geste, au fond, pour le lecteur. Comme j'ai l'impression qu'elles sont glissées, les images, entre les pages. Et puis, il y avait la contrainte d'en trouver un nombre équivalent au nombre de chapitres. Donc c'était aussi, il y en a peu, voilà, il y a peu d'images. Donc c'était une manière comme une sorte de coda, on peut dire, de chaque séquence, et qui ouvre peut-être, qui peut piquer la curiosité du lecteur et donner envie de partager quelque chose des sources, parce que finalement, c'est un livre sourcé, mais en fait, il n'y a pas de note de bas de page, il y a pas de... Si on veut en savoir plus, il faut s'y prendre. Enfin, je n'aide pas le lecteur, quoi. C'est pas comme un livre scientifique. Donc ces images, en revanche, elles sont quand même sourcées et décrites à la fin. Il y a une table pour ça. Donc voilà, c'était une manière aussi de tendre des fils qui peuvent tirer à l'extérieur du livre aussi. Et aussi une manière de se rapprocher parce que ça, je crois vraiment que le livre fonctionne à l'image d'une planche de l'Atlas Mnémosyne, où tout est, où chacun des chapitres est relié l'un à l'autre et pas seulement dans l'ordre chronologique. Enfin voilà, vous composez un panneau avec Abby comme personnage au centre, quoi, et partout. Mais alors les images seraient les marges sans images. Oui, tout à fait. C'est une sorte d'inverse. Ouais. Oui, mais ça fonctionne quand même, je veux dire. Oui, non, mais on peut dire ça, ouais. J'avais noté, moi, parce que j'ai relu un peu mon Didier Huberman, pas beaucoup. Enfin, juste ce qui... Il dit, donc, dans l'Atlas ou le Gai savoir inquiet, qui est vraiment le début consacré à l'Atlas Mnémosyne, on sait que ce dispositif ouvert et fécond n'était autre pour Abby Warburg que l'anxieuse et géniale réponse à une situation psychique qu'il avait maintenue reclos et stérile entre les murs du sanatorium de Kreuzlinger entre 21 et 24. Mais enfin, ce que je retiens, c'est le dispositif ouvert et fécond. Parce que effectivement, le livre aussi répond à ça, c'est-à-dire qu'il pousse à la curiosité de se dire, tiens, allons voir les danses serpentines de Loïc Fuller, allons voir voilà. Peut-être qu'il y a des... Marie-Christine, vous voulez rajouter quelque chose ? Ou on passe le micro un peu. J'aurais pu parler sans micro. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Et qu'est-ce qui a déclenché donc la crise d'Abby Warburg ? Est-ce que c'est réactif à la guerre ou il y a d'autres traumatismes ? Alors il était très angoissé depuis toujours. Il y a des scènes d'enfance. En fait, sa mère est tombée malade. Il a été lui-même très malade. Enfin, apparemment, il y a quelque chose qui se joue dans ces moments où sa mère frôle la mort et où lui-même frôle la mort et où sa mère va surinvestir, voilà, surprotéger ce petit enfant. Donc, j'en sais pas beaucoup plus. Il évoque aussi un rapport au livre qui vient un petit peu dans l'enfance. Il se réfugie dans les livres, dans la bibliothèque enfantine, les histoires d'Indiens et de cow-boys. Et puis avec aussi il revient aussi l'image d'une version illustrée d'un livre de Balzac qui est le terrorisme. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est toujours très connecté à l'enfance, à ces images assez angoissantes. Mais c'est ce qui est mentionné ci et là. Et sinon, oui, la guerre est un moment, en tout cas, où il s'enferme vraiment chez lui, avec aussi sa famille qui est partie prenante. Vraiment, il mobilise sa femme, peut-être ses enfants dans cette espèce de pulsion classificatoire. Et en fait, il veut comprendre dans la mise en rapport comme ça des documents. Et ne comprenant pas, en fait, il pense être la source du conflit. Il pense que la guerre, c'est de sa faute. Ah bon ? Ouais. Il pense aussi qu'il
il a touché à quelque chose de trop fort. Il a manipulé des symboles et en manipulant ces symboles, il a déclenché une situation de crise mondiale, quoi. Donc c'est là qu'en fait finalement il veut enfin le geste qui consiste à pointer une arme sur ses proches, c'est pour les sauver. Voilà, on est vraiment, c'est ça, c'est sauver, s'extraire une sorte de retour du chaos, quelque chose comme ça, une sorte d'image d'un chaos qui reviendrait tout détruire. Et ouais. Et pardon, et une petite question, l'image du nouage que vous avez emprunté en tant que psychiatre ou psychanalyste, c'est donné par l'écriture du livre. C'est pour rassembler la personnalité dans ce sens-là, ou c'est parce que c'est une expression littéraire, ou est-ce que c'est une expression médicale en fait? Non. Non. Enfin, non. C'est-à-dire, il me semble que dans ce que Marie construit de l'issue de la crise, elle indique qu'il arrive à faire tenir ensemble deux choses un peu disparates, qui est ce désir absolu de classification, de rangement, etc., sa pulsion classificatoire, et quelque chose qui a été complètement morcelé, je vais dire. Voilà, du côté de la pensée, et cet effort de faire tenir ça ensemble dans un très beau chapitre qu'elle appelle le zigzag. Ça évoque aussi voilà, l'éclair. Bon, voilà, l'artiste, l'écrivaine, en l'occurrence, enseigne quelque chose voilà, aux psychanalystes. Donc, c'est pas moi qui interprète ça, c'est vous qui, par votre écriture, rendez compte d'une issue possible pour lui de ce moment de crise. Voilà, c'est comme ça que je l'ai lu. Il y a quelque chose de saisissant, c'est que quand vous prenez sa bibliothèque, qui est transférée après sa mort avec l'arrivée des nazis en Allemagne, au début des années 30, donc, toute la bibliothèque, 60 000 volumes, sans compter les images, elle est transférée à Londres, et où elle est reproduite quasiment à l'identique, je crois. Ouais. Oui, enfin, ça va bouger. Oui. Mais le mode de classification de la bibliothèque est particulier. C'est le mode de classification Warburg. C'est-à-dire que les livres sont rangés selon un ordre qui est celui qu'il a établi lui, avec les livres... alors, comment vous aviez dit La loi du bon voisin ? Oui, la loi du bon voisin. Non, vous avez utilisé un mot qui était vachement plus... Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous, à côté, vous avez le livre les livres sont côte à côte parce qu'ils se répondent eux-mêmes. Et on avance comme ça dans le savoir. Il y a 3 grands rangements, mais sinon on avance comme ça par métonymie. Oui, je trouve que c'est important de parler de la bibliothèque, qui fait le lien quand même avec l'Atlas Mnémosyne, hein, puisque l'Atlas, c'est la fin de vie après la crise, mais les 60 000 volumes, c'est avant. Hein. Et pendant. Et pendant. Ouais. Hein. Enfin, et qu'effectivement, il y a quand même cette méthode. C'était juste par rapport. Vous avez raison. Non, c'était juste par rapport à la question de la pulsion classificatoire que je voulais revenir, parce que effectivement, il a une pulsion classificatoire tout à fait particulière, qui n'est qu'à lui. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Il s'inscrit contre les historiens de l'art existants qui ont des catégories préétablies, hein, dans lesquelles on va mettre les ouvrages, et puis ça va rester. Hein. Et lui, il est dans le bon voisinage, c'est quand même... c'est une classification qui peut changer en fonction des associations. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose, et en fait, on va trouver autre chose qui nous fait aller ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on a un système de classification qui est en mouvement permanent. Hein. Et ce mouvement permanent, il est quand même aussi, c'est lui, hein, dans ce mouvement permanent et dans un espace de développement permanent. Et ça, il me semble que c'est un point important d'originalité et qui rejoint enfin, ce que vous alors c'est du livre, de votre livre qu'on vient parler. On vient pas. Enfin, oui, parce que sinon on pourrait développer sur la psychiatrie, mais il y a quand même il y a un deuxième point et après
Un deuxième point, c'est par rapport à la conférence du serpent. Enfin, il me semble quand même que vous avez dit, peut-être les uns les autres, que, bon, effectivement, la visite chez Léopi, il est jeune, mais déjà, il s'inscrit, il en a marre de l'histoire de l'art qu'on lui raconte, qu'on lui a appris à la faculté, etc. Et quand il va chez Léopi, il donne quelques petites conférences de diapos juste après, là. Et ensuite, il retourne à Florence et il va voir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va voir Florence et il va voir l'art de la Renaissance avec le regard d'Éopie. C'est-à-dire qu'il inverse complètement le regard éloigné de l'ethnologue, etc. Et ça, c'est ça. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire. Alors, la question, moi, que j'ai trouvée, j'aimerais revenir quand même sur vous. Vous nous avez lu un court passage, mais on aurait aimé en avoir d'autres. Hein, parce que parce que ce qui est intéressant, vous écrivez un roman, hein, et on ne vient pas ici pour parler d'histoire. Enfin, c'est le roman. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Christine sur la dimension élégiaque, et je trouve l'extrait que vous nous avez, le court extrait que vous nous avez lu, il me semble, hein, que vous répondez à votre façon, qui n'est pas du tout de spécialiste de psychiatrie, de psychanalyse, et c'est heureux, hein, que vous arrivez, hein, moi je trouve ce qui est absolument remarquable, à partir du matériel clinique. Hein, bon, je connais un peu le matériel clinique de Warburg, parce que Bellevue, c'est aussi un lieu qui est intéressant, qui traitait les incurables de la psychanalyse, hein, qui traitait les incurables de Freud, quand même, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, et on les confiait à Binswanger. C'est un lieu extraordinaire au plan psychiatrique, mais vous nous montrez à partir... Vous arrivez alors c'est la question du nouage aussi que vous posez, vous arrivez à montrer, moi je trouve dans cet extrait, combien à la fois il est, enfin la bascule, la faille, hein, je trouve la faille psychotique, il me semble, l'entrée dans la crise, où à la fois il est hypersensible au monde, aux événements du monde, la guerre, etc., etc. Donc le sismographe, il est hypersensible et il engrange tout ça. Et avec sa pulsion classificatoire, il prend des milliers de notes, de coupures de journaux, etc. Et puis donc il est concerné au fond comme un homme cultivé, comme un homme de son époque, et à un moment, il est concerné que lui-même. Enfin, il n'y a que lui. Tout se rabat sur la certitude délirante. Et je trouve... Et il ne se voit pas au bord de l'abîme. Et moi, j'ai beaucoup senti dans le passage qu'on a lu ce moment-là, ce franchissement où il sombre, hein, et où en même temps, il n'arrive pas à se voir, lui, au bord de l'abîme, comme il... voilà. Donc, je voulais vous remercier quand même d'avoir pu, à partir du matériel clinique, d'un matériel de spécialistes, enfin que ce soit au niveau de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'image, hein, puisqu'il est un historien d'image, ou à partir de la clinique, d'avoir pris une distance, hein, un espace de pensée autre, pour donner envie, comme vous le disiez, voilà, ça donne envie. Je pense que ça peut donner envie à ceux qui ne connaissent pas Warburg d'aller lire le Rituel du serpent. J'espère que c'est... Parce que c'est quand même extraordinaire. Merci beaucoup. Oui. Enfin, deux en fait. Vous avez dit qu'il est mort avant d'avoir rechuté. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il aurait rechuté j'en sais rien. J'ai aucun moyen de le dire. Mais c'est qu'en fait, c'est ce caractère évolutif, en fait, c'est qu'il y a toujours une espèce de... Enfin, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, il craint de rechuter, en fait. Donc, c'est une peur. Il y a au-dessus de son lit, il suspend un portrait de Nietzsche à la fin de sa vie, qui est comme une espèce de rappel de ce risque. Et peut-être qu'il n'aurait pas du tout rechuté. Je pense qu'il était quand même fragile, hein, à son retour à Hambourg. Mais c'était juste quelque chose qui m'a tout d'un coup interrogée, en fait. Parce que en fait, voilà, en travaillant sur ce livre, je suis pas, comme vous l'avez compris, une
une spécialiste de la psychiatrie sur la psychiatrie, de la psychanalyse, mais je me suis intéressée à la façon dont on classe aussi les pathologies mentales, ou les états, ou les personnalités, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que cette nosographie de Kraepelin, ce qu'elle introduit, cette espèce de caractère évolutif à partir duquel on va penser. Ça, c'est quelque chose quand même d'un peu fascinant, parce que d'un point de vue même de l'écriture, parce que je savais comment ça se finissait à la fin en commençant ce livre, mais vraiment, en un sens, non, je savais pas, enfin. Il y avait quelque chose où, jusqu'à la dernière minute, en fait, on ne sait pas si... Alors, qu'est-ce qui est à craindre ? En fait, ce qui est à craindre, c'est ce qui va se passer dans l'histoire réellement. Donc, c'est ça aussi qui est... voilà. Donc, mais non, pour répondre à votre question, j'en sais rien. Alors, il y a une autre question. Donc, vous avez parlé de la folie de Nietzsche. Justement, est-ce que pour faire cet ouvrage, vous êtes vous êtes focalisé sur la folie de cet homme-là, ou est-ce que vous avez cherché la folie d'autres figures ? Je repense à un livre, je crois que c'est Zweig, je crois, qui avait écrit une biographie triple de Kleist, Hölderlin, Nietzsche. Et est-ce que vous vous êtes éclairé d'autres types de folie et en quoi ça vous a peut-être éclairé ? J'ai lu des textes de Kraepelin, enfin des textes, cliniques, donc où tout est anonymisé. Enfin, il y a pas, tout est mélangé. Il y a pas de, ça suit pas les contours d'un cas particulier. Et c'est plutôt dans ce type de texte que je me suis orientée. Après, c'est vrai que Nijinsky, j'ai lu Nijinsky avec. Mais comme je le disais, je crois que je pouvais. Il y a quelque chose quand même du délire qui est de n'importe quel livre, me semble-t-il, qui est quand même dans une sorte de singularité et que je ne pouvais pas mixer allègrement avec un autre, en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai senti avec Nijinsky. Alors même qu'il y a tout un tas de proximités mais il y avait quelque chose qui... C'était pas possible, en fait. Mais non. Donc, en fait, non, je suis vraiment restée dans une espèce de... vraiment au plus près que j'ai pu du texte du sien. Enfin, en tout cas, en fait, c'est pas le sien, puisque c'est celui déposé par son psychiatre, Binswanger, les infirmières. Donc, c'est... voilà. Mais c'est quand même les personnes qui étaient le plus proches à ce moment-là de lui. Donc... Il y avait... Peut-être pour rebondir sur votre première question, moi j'ai le sentiment qu'il y avait déjà une prescience de l'antisémitisme, une telle angoisse de l'antisémitisme autour de lui, que je pense que les années 30 l'auraient... je pense que vraiment c'est... Je sais pas. C'est... Oui. Il avait aussi quand même sa propre distance par rapport à son père. À la religion. Donc il y avait aussi, quand il part à l'université et qu'il écrit, moi ce qui m'intéresse c'est la qualité du prof et pas ce qu'on mange, et je mangerai ce que je voudrais, quand il est tout jeune étudiant, et donc ça, il y avait une certaine peut-être culpabilité aussi par rapport à cet écart. Oui, apparemment il y avait une culpabilité, ouais. Oui, apparemment, ouais. Il n'épouse pas, il était quand même en rupture un peu aussi. Oui, mais sauf que quand même, moi j'ai l'impression à lire dans le portrait que vous faites d'Abi, que c'est effectivement un homme de rupture, mais qui s'inscrit, qui tourne pas complètement le dos. Il reste, ses sources, elles sont dans la Renaissance florentine, et la Tasmnémosine montre qu'il restera dans la Renaissance florentine. Enfin, je veux dire que donc rupture, oui, mais ou alors c'est parce qu'il rompt. C'est une rupture, mais il fabrique quelque chose d'autre. Il rompt avec son... il est en rébellion depuis l'enfance avec la tradition juive. Donc cette tradition-là, il y a une rupture, mais en même temps, il se décrit lui-même comme une espèce de... il utilise le motif de la greffe pour dire qu'il est... Oui. Il hérite comme ça, il est hybridé en fait entre il est à la fois un homme, un Allemand juif, il est à la fois un homme connecté à la Renaissance, il est éclaté comme ça entre différentes racines. Il va chercher quelque chose
chez les Indiens Hopis, qui est quand même un petit peu dans une perspective, quelque chose qui concerne quand même quelque chose qui relèverait du primitif. Et il a une lecture un peu, ce que vous disiez, il regarde la Renaissance depuis les Indiens Hopis, mais il regarde aussi les Indiens Hopis depuis la Renaissance. C'est normal. Enfin, il fait les deux, mais il est aussi un homme de son temps dans cette mesure-là. Et un homme de on va dire de sa culture, quoi. Il n'arrête pas de regarder, de regarder peut-être, c'est peut-être ça qui en fait la singularité particulière de son approche, quoi, de regarder des objets à partir d'un autre point, d'un point inattendu. Vous vous souvenez, la première planche de l'Atlas, c'est une carte du monde, une carte du ciel et une généalogie d'une famille, de deux familles italiennes. Donc, les trois. Donc il est quand même dans une généalogie. Oui. La rupture, elle est aussi avec le métier, avec la tradition de la banque. C'est-à-dire, il fait un deal très jeune, tout à fait extraordinaire. On n'en a pas parlé, mais c'est très singulier. C'est-à-dire, il était le fils aîné, c'est lui qui devait succéder à la tête de la banque. Et il cède sa place à son cadet, moyennant le fait que son frère l'alimentera en livres toute sa vie. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Ça aussi, c'est tout à fait singulier comme position. Oui, et très, très jeune, oui. Donc, c'est un frère qu'on aurait aimé avoir. Hein. Est-ce qu'il y a encore des interventions, des questions ? Oui. Oui. J'aurais peut-être une question justement peut-être de retour un tout petit peu plus personnel d'un point de vue de l'écriture, parce que tu as dit que justement et on l'a tous entendu dans ton extrait, tu as travaillé l'écriture pour venir à Abi. Et la question est en retour, c'est-à-dire est-ce qu'en retour ça a fait bouger quelque chose dans ta création, c'est-à-dire est-ce qu'en retour tu as senti qu'en travaillant avec cette matière d'une densité et d'une richesse que tu lui as offerte, hein, tu as offert de la richesse à la richesse, si j'ose dire, de cette richesse d'Abi. Est-ce que toi en retour tu as une sorte de ça a fait bouger, c'est une question un peu piège, hein, un peu cuisine là, mais non, mais disons que effectivement, est-ce que toi aussi dans ta propre écriture, il y aurait eu comme une sorte de point de vue qui aurait changé, je parle même pas à l'intérieur du livre, parce qu'on voit bien que tu suis, donc forcément les points de vue vont changer dans le livre, et par rapport au chapitre que tu fais, le chapitre du zigzag montre c'est presque une mise en abîme au fond de ce que tu as suivi, avec des points différents aussi toi pour pouvoir le suivre. Mais après, est-ce que tu as senti quelque chose là qui se nouait, pour reprendre avec ton écriture? Tu as le droit de pas répondre. Si, non, mais c'est des hypothèses. Non, c'est sûr que Abi Warburg, déjà, côtoyer Abi Warburg et le côtoyer à travers ce processus d'écriture, donc d'incorporation de quelque chose, forcément, ça change des lignes. Ça passe à travers soi, comme ça. Et enfin, quelque chose passe. Et ce que ça donne, pour le moment, on ne sait pas, parce que j'ai pas encore écrit de nouveaux livres. Et il y a eu en tout cas un profond plaisir à travailler dans cette compagnie, et peut-être aussi dans un certain type de méthode, qui était une méthode de recherche inductive, comme ça, de recherche aussi, une façon de lire aussi, de lire des documents, des livres avec une certaine, en y cherchant quelque chose. Un peu, enfin, c'est vrai que le fonctionnement du bon voisinage, ça, je l'ai mis à profit dans la fabrique de l'écriture de ce livre-là, en faisant beaucoup confiance au hasard aussi, aux rencontres, etc. Donc il y a quelque chose dont j'aimerais que ça puisse se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, j'en sais rien. On verra dans quelques années. Ouais. C'est un livre qui s'est écrit dans l'ordre? En fait, il y a alors plus ou moins, mais c'est sûr qu'il y a il y a cette partition en trois. Enfin, comment la crise arrive, la crise, et puis comment ça. Il y a une guérison. Il y a quand même une sorte de chronologie. C'était très guidé au fond, parce que puis il y a une unité de lieu. Il y a ces 3 années.
les écarts qu'on peut produire par rapport à ces 3 années, mais il y a quand même une espèce de linéarité. Mais après, le livre, il est effectivement un peu disparate, un peu et il y a des petites, voilà, il y a des passerelles. Et oui, après, en fait, il y avait des motifs qu'il fallait quand même, il me semblait, introduire dans un certain ordre. Donc, pour accompagner en fait ce mouvement. Et ça pouvait supposer des allers-retours dans le temps. Mais il s'est quand même globalement, enfin, ça suit. J'ai l'impression de suivre une vague quand même. Ouais. Il fallait, voilà. Je l'ai senti comme ça. Eh bien, c'est sur cette image qu'on va peut-être s'arrêter. On pourra continuer un peu plus tard. Marie-Christine, merci beaucoup. Merci. Marie, merci beaucoup. Merci à vous, tout le monde. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre enregistrée le 7 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche avec Marie de Quatre-Barbes, autrice de Abby, son dernier livre paru aux éditions POL, organisée en lien avec l'association de la cause freudienne et réalisée et mise en onde par Radio Radio.